Amis auditeurs, c'est un grand plaisir que je vous retrouve ce soir pour cette nouvelle édition du Dialogue avec. Et nous saluons tous ceux qui se joignent à nous pour suivre cette émission. Et c'est vraiment avec un grand plaisir que nous saluons spécialement ceux qui nous suivent à travers nos différentes plateformes, à travers YouTube, à travers TikTok, à travers aussi Instagram et à travers Facebook. Aujourd'hui, spécialement, je serai seul pour recevoir notre invité d'aujourd'hui, comme vous avez suivi à travers nos annonces. Aujourd'hui, nous allons recevoir l'honorable Antoinette Samba Kalambayi. Bonsoir, honorable. Oui, là, il y a des problèmes de micro déjà. Moi, on dirait que je ne vous attends pas. Est-ce que ça marche? Oui, oui, je disais bonsoir, Padre. Voilà, là, ça marche. Là, ça marche. Je vous attends. En tout cas, soyez la bienvenue hein, dans le dialogue avec. Nous nous sommes ratés plus d'une fois. Aujourd'hui, je crois que ça va marcher jusqu'au bout. Et si vous avez peut-être un petit mot d'abord à dire à tous ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs. Tout simplement saluer nos auditeurs, qu'ils puissent être connectés et continuer à nous suivre et à suivre vos éditions. Voilà, merci beaucoup, honorable. Et dans nos habitudes, quand nous commençons l'émission, c'est d'abord la parole à l'invité. Ça signifie que nous allons vous donner la parole pour nous décrire un peu votre vie, en commençant évidemment par votre parcours scolaire et académique, et puis dans un second temps, le parcours professionnel. Là, il y aura beaucoup à dire puisque vous avez une bonne expérience que vous allez partager avec nos téléspectateurs aujourd'hui. On commence d'abord, honorable, par le parcours scolaire et académique. À vous la parole. Je vous remercie. J'ai commencé l'école maternelle. J'ai fait l'école maternelle à l'Athénée de la Gombe. J'ai fait l'école primaire à l'Athénée de la Gombe également, et puis les humanités à Maloula, et puis à l'Athénée de la Gombe et à l'Athénée de Lemba. J'ai eu mon diplôme d'État en 1984. Et je suis allé à l'université de Kisangani, où j'ai échoué avec brio. J'ai fait les sciences politiques et administratives, ça n'a pas marché, ça ne m'a pas réussi. Et plus tard, je vais m'inscrire à l'université de Kinshasa où je vais faire le droit. Donc, actuellement, je suis licencié en droit public interne de l'université de Kinshasa. Et depuis 1997, j'ai été engagé à l'administration publique au ministère des Mines, où j'ai exercé les fonctions de chef de division, inspecteur, chef de division en charge du contentieux minier. Et en 2021, je crois, vous le savez tous, je suis devenu ministre des Mines. J'ai Pardon, exercé... pardon, honorable, vous êtes vite parti puisque vous avez abrégé un peu votre parcours scolaire, disons, votre formation, pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Une petite question peut-être, hein, vous avez décrit votre école maternelle, primaire, secondaire, universitaire. Il y a quand même un point important que je voudrais souligner, puisque beaucoup de gens, quand ils deviennent euh, adultes, pour ne pas dire grands, même grands dans tous les sens, ils essaient de camoufler ou de cacher leur passé. Mais là, vous venez de dire quelque chose qui m'a fait un peu rire en disant vous êtes allé à l'université de Kisangani, là où vous avez échoué avec brio. Mais ça, c'est encourageant d'abord que quelqu'un dise ça de lui-même. Hein. Essayez un peu de nous expliquer un peu davantage avant de continuer, puisque ça, c'est édifiant de vous attendre parler de ça. Au fait, j'ai eu mon diplôme d'État en 1984. Et à l'époque, c'était des quotas hein, pour avoir une place à l'université, c'était des quotas par province. J'ai essayé de m'inscrire ici à Kinshasa, ça n'a pas marché. Donc, j'avais un oncle qui était professeur à l'université de Kisangani.
Il a pu m'obtenir une inscription à la faculté des sciences politiques et administratives et je devais quitter Kinshasa pour aller à Kisangani. C'était la première année pour moi de me séparer de mes parents. J'arrive à Kisangani et il n'y avait pas de bourse, donc il y a eu une bagarre avec, entre les étudiants et de gens d'une cité, Chopo, hein, si j'ai bonne mémoire, en 84. Et l'université a été fermée pendant un temps. Il n'y avait pas, il y avait pas de bourse d'études, il n'y avait pas de transport. Je me tapais 5 kilomètres, 10 kilomètres, disons 5 kilomètres à l'aller et 5 kilomètres au retour pour aller à l'université de Kisangani. J'étais à la faculté des sciences, à 5 kilomètres de l'université où je devais aller étudier. Donc voilà un peu, c'était euh, cette difficulté-là. Je venais d'une vie et je devais passer de l'autre côté d'une vie où je devais faire le pied, marcher à pied, loin de mes parents. Donc, ça ne m'a pas réussi à Mhm. l'université. Mais j'étais chef de promotion. Ah, Déjà ah, en cette année-là, j'étais chef de promotion mhm, de ma première année. mhm, Voilà un peu, j'ai échoué, je suis revenu à Kinshasa et puis je me suis marié en 80. Je me suis marié après. Non, non, j'ai sauté une étape, hein. allez-y, Après, j'ai allez-y, j'ai eu à allez-y. gérer. Donc, si nous avons tout le temps, je vais vous en Allez-y, donner. allez-y. Vous êtes notre invité aujourd'hui, il n'y a pas de problème. C'est ce partage qui est important pour que les gens puissent vous connaître davantage et pour édifier aussi les gens qui vous suivent, puisque bon, on va voir ça dans votre parcours professionnel. Vous avez quand même exercé des grandes fonctions que nous allons découvrir. Les gens qui vous connaissent déjà le savent, mais c'est bien toujours d'attendre et de savoir d'où vient l'honorable Antoinette et Sam Kalamba. Alors, allez-y. Donc, je suis revenu à Kinshasa. Je suis revenu et puis je me suis fiancé. J'ai essayé de nouveau d'avoir une inscription, ça n'a pas marché. J'ai tenté aussi d'aller faire des études en dehors du pays, ça n'a pas marché non plus. Donc, dans l'entretemps, j'étais amoureuse et puis mon homme s'est présenté officiellement chez mes parents. Et mon père avait une librairie, une librairie ésotérique, la librairie des chercheurs. Je suis devenu gestionnaire de cette librairie-là. Et en 1988, je me suis marié, le 21 mars. Non, non, le 21 mai 1988, je vais me marier. Et de ces mariages-là, j'aurai deux fils, un en 89 et un deuxième en 93. Donc voilà, je vais me retrouver veuve en 97, le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Moi, ce jour-là, j'étais en deuil. Voilà, je me suis retrouvé veuve, j'avais 33 ans. Et j'ai commencé à me battre. À l'époque, il y avait mon oncle qui était ministre de la fonction publique, paix à son âme, son Excellence Betouka Bamba. Il va me récupérer dans son cabinet. Je vais travailler avec lui comme chargé d'études pendant... bon, ça n'a pas trop duré hein, parce que c'était la fin du mandat de Mobutu, du règne du président Mobutu et on basculait vers l'arrivée des AFDL. Donc Mobutu est parti. Après, je suis devenu fonctionnaire au ministère des Mines en 97 toujours. Je serai affecté au ministère des Mines et voilà comment je me suis retrouvé au ministère des Mines. Et j'étais affecté à la direction de l'inspection minière, déjà à l'époque, hein, en 97. J'ai commencé comme contrôleur des mines et par la suite, je suis devenu chef de bureau. J'ai fait 11 ans comme chef de bureau avec tout ce qu'il y avait comme problème à l'époque. Moi, je suis originaire du Kassai oriental et je suis des Kabyakamois. Déjà à cette époque-là, on avait trop de difficultés. J'étais syndicaliste.
plusieurs fois été arrêté. Et moi, à cause de mes origines, lorsqu'on nous arrêtait, c'était que de problèmes. On devait répondre à certaines questions, dire pourquoi, pourquoi moi? Est-ce qu'il n'y a pas un politicien derrière nous? Voilà un peu, on a vécu un peu trop de discrimination déjà à cette époque-là. Je vais cheminer, je vais devenir syndicaliste. J'ai commencé à me battre pour les droits des femmes. J'ai oublié un petit détail lorsque je suis devenue veuve, c'est la succession, hein. Et au Congo, aujourd'hui, les choses sont en train de changer petit à petit, mais à cette époque-là, ce n'était pas facile. Vous devenez veuve, c'est la belle famille qui vient, qui vous prend tout, Oui, qui vous met. sans suivre le code de la famille, sans Voilà. suivre les lois. Et voilà, moi, c'est ce volet-là qui a fait de moi. Au fait, j'ai puisé ma force sur la souffrance, sur la douleur que j'ai eu à voir quand je me suis retrouvée veuve. J'ai été traîné en justice par ma belle famille. Et on devait vendre la maison, ils voulaient me prendre les enfants. Et ma famille, à la fois, comme on a peur de la coutume, mon père voulait que je puisse tout laisser, que je rentre à la maison, dans la résidence familiale, que je laisse mes enfants. J'ai dit non. D'abord, j'avais des difficultés j'ai eu des difficultés pour avoir mes deux fils. Je me suis dit, pour rien au monde, je vais laisser quelqu'un d'autre élever mes enfants. Et puis, pour rien au monde, je vais laisser quelqu'un piétiner sur mes droits. Voilà comment j'ai intégré les associations des droits des femmes et les associations des droits de l'homme. Et je suis devenu activiste déjà en 97, lorsque j'ai commencé à voir ce problème-là des assignations pour qu'on prenne la maison, qu'on prenne tout ce qu'on avait comme bien. Je me suis battu bec et ongle pour défendre mes droits et celui de mes enfants. Donc voilà, j'ai cheminé comme ça, je suis devenu fonctionnaire, syndicaliste, et avec tout ce qu'on a eu comme difficulté déjà à cause de ma tribu aussi, hein. Et nous sommes, bon, je ne voudrais pas trop entrer dans tous les détails, je vais petit à petit échelonner. En 2000, j'ai quitté le pays, mon fils était malade, je devais quitter le pays. J'ai fait une demande de mise en disponibilité pour aller faire soigner mon fils. Je suis allé en France et pendant le temps que j'étais en France pour le soin de mon fils, je me suis fait demandeur d'asile et j'ai eu à travailler à Emmaüs. Je ne sais pas si vous connaissez Emmaüs, c'est une association d'adoption. Ça, c'est en France, non, à Paris. Oui, oui. J'ai travaillé là-bas comme auxiliaire socio-éducatif. J'étais vraiment dans le social. Je m'occupais des personnes des sans domicile fixe, des SDF, ainsi que des, des, des immigrés, des sans-papiers, au fait, qui n'avaient pas où loger. Donc, je les accompagnais. Et après, bon, moi, j'aime la politique, hein, j'aime tellement la politique. Lorsque mon dernier fils a eu son bac, je suis revenu au pays, déjà en 2011, parce que depuis que j'étais venu au monde, je n'avais jamais voté. Le premier vote, c'était en 2011. Donc en 2006, lorsqu'on a organisé les élections, je n'étais pas au pays. Je suis revenu en 2011, j'ai candidaté comme député national, ça n'a pas marché. Je suis rentré en France et puis je suis revenu définitivement au Congo. J'ai repris mon poste de travail au ministère des Mines. Tout ce temps-là, j'ai eu à travailler, j'étais présente, mais bon, je n'étais pas visible parce que je n'avais pas un parapluie qui pouvait me pousser ou me donner un grade. J'ai vu des gens défiler, des gens qui sont venus, qui m'ont trouvé chef de bureau, qui étaient agents, que j'ai accompagnés, qui sont devenus chefs de division, qui sont devenus directeurs, d'autres encore secrétaires généraux. Mais moi, j'étais là, chef de bureau. Je me disais, mon temps viendra. J'ai intégré l'UDPS en 2013. Au fait, j'étais déjà membre de l'UDPS.
depuis les années 90. Mon père a milité au sein de l'UDPS, il était pionnier. À Matete, d'ailleurs, dans ma commune d'origine, il était connu pour tout ce qu'il a eu à faire comme activité, et comme militantisme au sein de l'UDPS. J'étais membre, après j'ai quitté. J'ai quitté l'UDPS aujourd'hui. Bon, je vous parle un peu de moi, hein. J'ai quitté l'UDPS, j'étais encore mariée, mon défunt mari était encore en vie. Mhm. J'étais enceinte de mon deuxième fils. J'avais des difficultés, il y avait une malformation congénitale, donc je devais aller accoucher en Belgique. Je suis allé, mon père et moi, nous sommes allés voir le patriarche, le Sphinx de Limete, Yachichi, pour qu'il puisse nous accorder une recommandation auprès de l'ambassade de la Belgique pour que je puisse aller accoucher en Belgique. À l'époque, c'était vraiment fermé, c'était verrouillé. Mhm. Et beaucoup de politiques passaient par l'UDPS pour avoir une recommandation afin d'avoir un visa. Donc, ceux qui ont vécu à cette époque-là au Congo savent de quoi je parle. Mhm. À l'époque, nous avions le directoire, il y avait Yachichi, il y avait Papa Kibasa Maliba, Papa Mbouansiem et puis le professeur Liao. Donc, pour la carte même de l'UDP, c'était signé par les quatre. Donc, chacun d'eux devait aller fédérer dans son secteur, dans sa province ou dans son espace linguistique pour ramener des membres au sein du parti. Voilà comment nous avions à l'époque déjà ces quatre présidents du directoire. Donc mon père m'a accompagné, il m'a accompagné voir le Sphinx délimité. Nous sommes allés voir Papa Chichi. On arrive, il nous a reçus avec Papa. Papa lui a expliqué, voilà, ma fille est enceinte, je crois que vous voyez son état, mais elle a une malformation. Et son fils aîné, il a eu par césarienne, on lui avait dit de ne pas continuer si elle ne s'est fait pas opérer. Donc, elle est Mhm. là, elle est enceinte. Si vous pouvez permettre de lui recommander auprès de l'ambassade de la Belgique, parce que tous les dossiers est Pour, là-bas, pour, mais pour, pour obtenir le visa ou bien le visa, pour ouais. obtenir, pour que le dossier d'abord soit traité, parce que le dossier, on l'avait déposé en bonne et Mhm. due forme. Il y avait un système de jetons, hein. Vous Ouais. allez devant l'ambassade de la Belgique vers la galerie présidentielle, là. Mhm. Vous êtes dehors, à l'extérieur, on vous donne des jetons. Si vous avez un jeton, si vous avez de la chance, on vous appelle. Il y avait des listes comme ça qui circulaient au niveau de l'UDPS. Si on vous recommande, facilement, on vous reçoit. Donc, mon dossier était complet. J'avais l'invitation, j'avais tout. Maintenant, mon père a expliqué à Yachichi, voilà, ma fille doit partir. Vous savez qu'est-ce que Yachichi a dit? Il a, il a baissé sa tête, je le vois encore, hein, Mhm. et il va dire à mon père, mais si tous ces jeunes gens partent en Europe, qui va rester se battre ici pour que le Congo de demain devienne meilleur? La jeunesse, c'est eux. Et puis, je ne suis pas à l'ambassade. J'ai pleuré ces jours-là. J'ai même détesté Yachichi. J'ai dit, mais comment vous avez fait des recommandations? Je ne voudrais pas citer les noms de certains politiques ici qui devaient faire voyager leurs parents. Ils sont passés par l'UDPS. Ils ont été recommandés, ils ont eu le visa. Et on est sorti là, j'étais très déçu. Moi, je suis sorti, j'ai laissé mon père avec Yachichi échanger. Et puis, je suis rentré chez moi, j'ai dit, je quitte l'UDPS, je quitte le parti. On adhère dans un parti politique pour que les partis aussi puissent vous venir en aide lorsque le moment viendra. Alors, je quitte l'UDPS. Bon, ça, c'était par colère. Oui, par colère, oui. Bon, passons un peu à la suite, puisque bon, Donc, on a beaucoup de choses à dire. donc voilà, nous sommes en 2013. Nous sommes je suis revenu, j'ai repris le travail. Et en 2013, activistes de la société civile, nous avions une association, une plateforme, hein, de l'éducation physique et électorale. Nous travaillons avec la CENI.
À l'époque, c'était M. l'abbé Malumalu. On devait organiser les élections déjà pour élire. Non, non, ce n'était pas M. l'abbé Malumalu, c'était le pasteur Ngoï Moulou. Ngoï Moulou. Ngoï Moulunda, c'était lui le président de la CENI. On devait changer, faire des nouvelles élections parce que dans l'entretemps, la loi portant création, organisation et fonctionnement de la CENI avait été modifiée. Nous sommes allés aux élections, nous, en tant qu'activistes de la société civile, nous avions un quota au sein de la CENI. On devait présenter deux candidats, trois candidats d'ailleurs, la confession religieuse, association association des droits des femmes et puis association d'éducation civique et électorale. Nous sommes allés aux élections, c'était de la tricherie comme pas possible. Et c'est les politiques qui géraient au fait, hein, sous coulisses, la société civile. Nous sommes allés aux élections, nous avons été surpris de voir que tout a été bâclé d'avance. Et voilà comment je vais avoir l'idée d'écrire un peu sur l'indépendance de la CENI. Nous allons cheminer et puis je vais devenir chef de division. Chef de division, j'ai été reçu par le ministre des Mines à l'époque, son Excellence Kabweloulou. J'ai été proposé pour aller siéger à la Commission nationale de l'emploi pour étrangers. Il avait besoin d'une femme parce que le président Kabila à l'époque, il voulait promouvoir les femmes parce que nous tendions déjà vers la fin de son mandat. Le secrétaire général, mon secrétaire général, donc le secrétaire général à l'époque, M. Ikoli, va me proposer. Ils étaient devant les évidences. Donc, j'étais la seule à cette époque-là comme femme, chef de division, qui avait le niveau voulu. On va m'amener auprès du ministre, il va me poser des questions si j'étais où, est-ce que je pourrais assurer de le représenter au sein de la commission. J'ai dit oui, je suis capable. Il va me poser la question de savoir si j'étais originaire d'où. Cette question-là m'avait vraiment froissé. Je lui ai dit, je suis originaire du Kasaï. Il va encore me poser la question, vous êtes de quel Kasaï? Je vais lui dire, je suis du Kasaï oriental. Quelques secondes après, il va prendre du temps quand même pour me dire, bon, voilà, madame, c'est votre jour de chance. Vous allez me représenter au ministère du Travail, à la Commission nationale de travail pour étrangers. Donc voilà comment j'ai été promu chef de division et puis je suis allé représenter le ministre au sein de cette commission-là. Dans l'entretemps, je continue à militer. J'avais à l'époque, bon, je ne sais pas si je dois en parler. Oui, alors honorable, si peut-être vous pouvez seulement énumérer rapidement, disons, ce parcours professionnel, dans le sens de dire, voilà, après ça, je suis devenu comme ça, puisqu'il y a des questions, on va découvrir encore beaucoup d'autres choses pour aller vite, puisqu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire avec vous. Ouais. Donc, membre de l'UDPS, j'ai été d'abord... Alors, dans l'autre temps, puisque là, vous avez dit, vous étiez dans la société civile, mais quand est-ce que vous avez vraiment regagné l'UDPS? J'ai réintégré l'UDPS en 2013. OK. En 2013, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime la politique et puis vous devez être membre d'un parti politique pour pouvoir postuler. En 2011, j'étais candidate indépendante parce que je venais de l'Europe. J'ai cherché, j'ai essayé de me faire candidate au sein du parti UDPS, ça n'a pas marché. On a dit, comme vous n'étiez pas là au sein d'une cellule, on ne peut pas vous prendre. Donc, j'ai réintégré l'UDPS et j'ai été nommé par le président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme membre de la commission électorale permanente de l'UDPS. Beaucoup plus par rapport à l'ouvrage que j'avais écrit. Je suis devenu membre de cette commission-là. En 2000, nous sommes allés aux élections de 2018. Ça n'a pas marché non plus pour moi. Le président, nous avons gagné quand même les élections présidentielles.
Le président est devenu président de la République, le président du parti est devenu président de la République. Nous avons cheminé et en 2021, lors du deuxième gouvernement, j'ai été approché par le président Kaboun, le président Haï de l'époque, Kaboun, et le secrétaire général de l'époque, Augustin Kabouya. Ils m'ont approché pour me dire, voilà, madame, vous avez été retenue dans la commission des ambitions comme candidate ministre. Donc, amenez-nous votre CV et puis tout ce qu'il y a comme document scolaire, amenez-nous, nous allons vous rencontrer. Et c'était le 8 mars 2021. Oui, Une date. en fait, une date qui coïncide à beaucoup Vraiment. de choses encore. Oui, voilà. Avec la C'était le tristesse 8 et maintenant mars. c'est avec la joie. Oui, voilà. Donc, je suis allé, je les ai rencontrés et le président Haï de l'époque et le secrétaire général de l'époque, Kaboun et M. Augustin Kabouya, ils m'ont reçu. J'ai donné le dossier, ils m'ont dit, OK, donc rentrez chez vous, n'en parlez à personne, nous restons pour finir la liste et puis attendez qu'on vous appelle. Si votre dossier est retenu par le président de la République, on vous le dira. Alors, honorable, on connaît la suite. Vous avez été retenu. Oui, Vous avez oui, été j'avais ministre. été retenu. Vous avez été ministre des Mines. Voilà. Oui, j'étais On va analyser petit à petit ministre. tout ça. Et puis alors, vous avez fait 2 ans comme ministre des Mines, qui n'est Non, pas 3 ans. 3 ans, qui n'est pas peu pour un pays comme la République démocratique du Congo. Et quand on sait aussi que les minerais, c'est ce qui fait la puissance de la République démocratique du Congo, être ministre des Mines, ce n'est pas une petite affaire. Et puis après, vous avez quitté le gouvernement et puis maintenant, vous êtes député depuis les élections dernières. Voilà. Merci beaucoup d'abord pour ces parcours. Nous allons maintenant passer à des questions, oui, puisqu'il faut aller vite. Mais avant cela, lisez un peu déjà les gens nos téléspectateurs. Hein. Il y a M. Alain Nzombolo, mes salutations distinguées à l'honorable Antoinette Samba Kalambaï. Cette initiative est très intéressante et mérite des applaudissements. Je suis très ému de cette histoire très profonde. Donc, c'est déjà pour dire qu'il y a des gens qui nous suivent et qui sont contents de vous voir là. Alors, honorable, vous êtes juriste de formation, vous avez été inspectrice des mines, et alors je peux comprendre qu'après vous soyez aussi ministre des Mines plus tard, militante de l'IDPS avec des va-et-vient, comme vous avez dit. Mais vous êtes là quand même depuis 20 ans, ancienne ministre aussi des Mines, donc c'est mérité. On voit que ce n'était pas une nomination quelconque, pas juste puisque vous êtes membre de l'IDPS ou puisque vous êtes du Kasaï. Et puis, c'est vraiment, comme je vous ai suivi, un parcours dense, si je peux dire aussi riche, marqué par divers engagements. Ma question est de dire quel est le fil conducteur un peu quand vous regardez aujourd'hui, le fil conducteur de tout ça. D'abord, la conviction politique, et même si vous avez déjà énuméré quelque chose, la vocation aussi des services publics, et puis une articulation entre les deux, donc entre la vocation des services et puis la conviction politique. Voilà, on vous écoute rapidement puisqu'il y a vraiment beaucoup de questions. Je n'ai pas bien saisi votre préoccupation. Ma question est de savoir un peu quel est le fil conducteur quand on voit un peu votre parcours, que vous avez été, ce que vous avez décrit là. D'abord, si on commence même par la formation, vos études, et aussi tout ce que vous avez occupé comme, disons, dans le secteur de mines, disons, vous avez été quand même inspectrice des mines. Donc, ce n'est pas que vous êtes bombardé seulement comme ça, ministre des Mines. Donc, vous avez travaillé dedans, vous saviez, vous aviez des qualités pour devenir ministre des Mines, vous êtes militante de l'UDPS, évidemment, et puis aujourd'hui, vous êtes député. Alors, quand vous voyez ces parcours-là, est-ce que vous pouvez dire un peu le fil conducteur entre la conviction d'abord politique, puisque vous êtes une femme politique, et la vocation aussi de service public que vous exercez? Il y a une articulation entre les deux, entre donc la conviction politique et puis la vocation des services publics. Voilà un peu ma question. Oui, oui, bien évidemment. Vraiment,
J'ai cheminé comme ça. Je dirais que la persévérance paye toujours. Mhm. Je l'ai dit si haut que j'aime la politique. Dès mon jeune âge, j'ai échangé beaucoup plus avec mon père sur la politique du pays. Il m'expliquait beaucoup de choses aussi. Et j'avais des projets dans ma tête. J'ai quitté le pays, je suis allé en dehors du pays, mais j'ai laissé ma place au sein de l'administration publique. J'ai dit j'avais un souci, la santé de mon fils, mais je devais revenir au pays pour continuer cheminer et atteindre mes objectifs. J'avais cette volonté-là, l'amour de pouvoir servir mon pays, d'accompagner nos sœurs et frères qui sont en difficulté. Moi-même déjà en tant que personne ayant passé des étapes aussi dures dans ma vie, je me suis battu pour arriver là où je suis par la formation, par la persévérance, par l'amour et l'abnégation de ce que je voulais faire. J'ai combiné la société civile, les études et la politique et aujourd'hui je suis là. Le combat continue. Je me dis, je suis apprenti. Nous sommes des éternels apprentis. Tant que je serai en vie, je vais continuer à me battre toujours pour une meilleure version de moi, une meilleure version de la République. Voilà. Alors, honorable, quand on a déjà exercé une fonction ministérielle, bon, vous allez me dire, hein, ça dépend aussi des contextes. Il y a des gens qui pensent que, bon, être peut-être député, c'est moins qu'être ministre. Mais vous avez déjà été ministre. Et puis, après, vous descendez un peu dans l'arène électorale pour chercher, disons, la voie de la population pour aller euh, siéger à l'Assemblée nationale. Et pourquoi vous n'avez pas dit, j'ai déjà été ministre et j'attends peut-être encore un jour de devenir ministre pour ne pas aller, disons, à l'Assemblée nationale, puisque vous avez déjà été ministre. On voit ça, hein, c'est quand même étonnant. Vous allez m'expliquer pourquoi quelqu'un qui est déjà député, mais il veut devenir ministre. Mais vous, vous avez déjà été ministre, mais vous avez cherché à devenir député. C'était pour chercher toujours à occuper une fonction. Au fait, c'était un choix. Ouais. C'était un choix depuis, j'ai commencé à postuler en 2011 d'abord pour la première fois, en 2018 pour la deuxième fois, et pour la troisième fois en 2023. Donc c'était un choix. J'avais le choix. Dans ma tête, je ne pensais pas devenir ministre un jour. Ce n'est qu'après, en 2023, en 2018 plutôt, lorsque ça n'a pas marché, on nous a demandé au sein du parti de donner nos ambitions lors de la rédaction de mon courrier. J'ai fait la demande, on nous avait demandé de faire 3 choix et j'ai fait le choix de devenir aussi ministre, pourquoi pas. Mais au départ, à la base, pour moi, le tremplin en politique, c'était devenir député national, représenter la population, Mhm. accompagner la population dans leurs revendications pour, l'amélioration de la qualité de vie de la population congolaise, et Mhm. particulièrement de Lukunga, de ma circonscription électorale. Mais Mhm. devenir ministre, c'est bien. Le redevenir encore, ça sera une bonne chose aussi. Pourquoi pas? Mais en tant que député, je représente la population. Je sais faire le contrôle du gouvernement à tout moment et puis légiférer. Mhm. Mhm. Donc, Mhm. et puis être député, les députés pressés, hein, c'est nous. Le gouvernement émane Ouais. de l'Assemblée nationale, sauf que nous avons encore des difficultés dans notre pays. L'Assemblée nationale ne fonctionne pas comme elle se devrait. Voilà, on va y arriver, Mm. honorable, c'est bien dit. Alors, vous vous définissez aussi vous-même comme une femme de conviction. Et dans un environnement politique, tout le monde le sait, qui est exigeant, comme le cas surtout en République démocratique du Congo. Honorable, comment parvenez-vous à maintenir cette conviction de femmes de cette conviction des femmes de conviction, permettez-moi le pléonasme ou la tautologie, comment vous maintenez cela
face au compromis, puisque la politique, elle est faite de compromis, au compromis qu'impose toute carrière politique, surtout, puisque vous pouvez avoir vos convictions, mais c'est la conviction du parti parfois qui prime. Comment vous faites? Bon, j'ai fait avec. Parce que lorsqu'on adhère dans un parti politique, on adhère à l'idéologie du parti et on suit les mots d'ordre du parti. Donc, c'est la voix de la majorité. Lorsque le parti décide que nous allons à gauche et que vous, en tant que politique, en tant qu'individu, vous voulez aller à droite, vous devez vous incliner. Ou vous quittez le parti, ou vous restez en suivant l'idéologie, la conduite et la vision du parti. Donc, j'ai fait avec, c'est difficile, hein, par moments, c'est Ouais. des frustrations, mais bon, en tant que politique, vous pleurez, vous vous relevez, vous essuyez vos larmes et vous continuez. Oui, oui. Bon, alors aussi, il y a quelque chose que je voudrais quand même dire. Hein. Il y a des fois où, quand on voit un peu l'arène politique un peu partout, hein, c'est pas seulement en République démocratique du Congo, mais maintenant, ça s'est accentué en République démocratique du Congo. On ne sait plus distinguer hein, la vision du parti et la vision de l'autorité morale. Donc, ce que vous dites là, c'est quand même bien, puisque c'est bon, on ne sait pas voir si c'est la vision du parti ou la vision de l'autorité morale. Pas évident. Bon, on passe à une autre question, puisque on a beaucoup de Non, choses à mais je dire. pense que c'est quand même une confusion que nous faisons. Voilà, Et puis voilà. cette Bon, affaire-là d'autorité morale, moi, personnellement, je ne le partage pas. Je me dis, lorsque vous intégrez un parti politique a un statut, a une idéologie. Lorsque vous intégrez le parti, donc vous acceptez l'idéologie du parti. Et je vois très mal comment nous devons confondre l'idéologie du parti, l'adhésion au parti et cette histoire d'autorité morale. À la fois, l'autorité morale vient casser, ça casse un peu cette ambiance-là, cette facilité-là de pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est comme si vous servez un individu au lieu de servir le parti et sa nation. Donc, moi, personnellement, il y a des choses que je ne partage pas. L'autorité morale, bon, autorité de référence peut-être, mais de morale. Donc, c'est comme si lorsqu'il vous dit, faites ceci, violer même les statuts qui, qui, qui met en place votre parti politique. Donc, vous devez le violer ouais, et ouais. et Voilà, dépendre de l'autorité honorable, morale. je suis Non. content d'entendre ça. Hein. On avance puisqu'on a beaucoup de choses à dire, comme j'ai déjà dit au départ. Oui, Hein. On a déjà oui. fait plus de temps, de 38 minutes maintenant. Et vous avez été ministre, comme on l'a dit, ministre pas n'importe quel ministre, c'est d'un secteur très important hein, de mines pendant 3 ans. Vous avez précisé au moment où, hein, à ce moment-là, quand vous avez été euh, ministre des Mines, il y avait une grande pression internationale sur le minerai stratégique congolais. Jusqu'aujourd'hui encore, on parle de coltan, on parle de lithium, on parle de cobalt. C'est vraiment une pression sur notre pays à tel point qu'on peut se demander si c'est son nom minéraire, ainsi de suite. Alors, et puis alors, la République démocratique du Congo, tout le monde le sait, est un peu au cœur de toutes les convoitises du monde, de voisins, ainsi de suite. Alors, selon vous, quel est le bilan que vous retenez honnêtement hein, de cette période quand vous avez été ministre des Mines et qu'est-ce qui a avancé et qu'est-ce qui n'a pas bougé, même jusqu'à aujourd'hui, honnêtement. Bon, le ministère des Mines, c'est un ministère. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais j'ai trouvé le ministère. Vous voulez garder la réserve des femmes politiques ou quoi? Non, non, pas vraiment la réserve, mais je ne voudrais pas ouvrir une boîte à Pandore. Hein. Voilà, Je voilà. voudrais Je vous seulement comprends, je vous m'arrêter. comprends. Moi, je ne voudrais pas critiquer ceux qui m'ont précédé. Je voudrais rester dans ce que moi j'ai eu à faire au sein du ministère des Mines. J'ai trouvé, il y avait autant de permis concédés,
mais sur le plan exploitation, il y avait plus de permis de recherche que de permis d'exploitation. Donc, du coup, moi, lorsque je suis arrivé, j'ai envoyé des équipes sur terrain et j'ai travaillé avec le service du CAMI pour pouvoir voir qui était à jour, qui n'était pas à jour. Donc, il y avait des manigances qui se faisaient au niveau du CAMI et que vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui. Je me suis battu ensemble avec mes collaborateurs. Nous avons eu à déchoir plus de 300 permis qui sont redevenus qui sont redevenus dans le, comment dirais-je, dans l'État, que l'État a repris. J'ai eu à mettre en place l'inspection générale des mines pour qu'il y ait assez de contrôle tellement il y a l'exploitation illégale, l'exploitation artisanale qui normalement légalement doit être exercée par des nationaux, des fils du pays, mais qui aujourd'hui, jusqu'à ce jour, continue à être exploitée par des étrangers qui se camouflent derrière les coopératives minières. Donc, j'ai eu à mettre en place l'inspection générale des mines pour contrer un peu toute cette magouille-là, cette exploitation illicite. J'ai eu, avec mon collaborateur des affaires sociales, mon collègue plutôt, des affaires sociales, son Excellence Mutinga, nous avons eu à mettre en place la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières qui devait créer des richesses futures pour des communautés locales directement impactées par l'exploitation minière. J'ai eu, je ne sais pas si j'ai aussi fait adopter au sein du Conseil des ministres. Aujourd'hui, le Congo a un plan stratégique d'exploration et de certification des minerais du Congo. J'ai eu à présenter ces dossiers au Conseil des ministres, ça a été adopté. Et nous avions eu à signer un contrat avec Excalibur, une société d'exploration, une société espagnole qui fait de l'exploration. Et à l'époque, il y avait 6 blocs qu'on avait adoptés et nous avions commencé par le bloc Kassai. Et après le bloc Kassai, on devait faire de l'exploration dans le bloc Grand Équateur. Donc voilà, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de réformes que j'ai eu à faire au niveau du secteur minier. Sauf si vous me posez des questions, je pourrais facilement répondre, mais j'ai fait beaucoup de choses au niveau du ministère des Mines qui aujourd'hui, j'ai des retours quand même des gens. J'ai aussi fidélisé des sociétés minières. Parce que quand je suis arrivé au ministère des Mines, les sociétés minières n'approchaient pas de cabinet. C'était des commissionnaires qui venaient pour avoir la signature d'un dossier ou un agrément. C'était des commissionnaires qui venaient. J'ai mis fin à cela. J'ai dit, ce sont des partenaires du ministère des Mines. J'ai demandé à toutes les sociétés minières œuvrant au sein de la République démocratique du Congo de venir directement vers les services. Et j'avais mis fin à cette histoire-là, ces les commissionnaires, et puis j'ai fidélisé aussi les investisseurs, des potentiels investisseurs qui venaient, qui se faisaient escroquer par des étrangers et par des Congolais aussi. Ils ne savaient pas par quelle porte toquer pour venir investir. Dans d'autres pays du monde, tout est canalisé, même chez nous, c'est canalisé. Mais je ne comprenais pas pourquoi des gens qui viennent au Congo pour investir, ils préfèrent aller directement rencontrer les ministres au lieu d'aller au service, au service voulu. Nous avons la porte du secrétariat général, il y a des services où vous allez, on vous donne les canevas pour investir dans tel secteur. Nous avons l'API qui est là pour ça. Mais les gens se faisaient escroquer comme ça. Ils viennent avec de l'argent, on escroque et puis finalement, ça refroidit les investisseurs et ils y rentrent. Donc Ok, moi, j'ai eu à fidéliser, à rassurer les investisseurs ainsi que les sociétés minières exerçant au Congo. merci honorable. Alors, pour dire qu'on est en train de nous suivre, il y a Alidor Misenga qui dit bravo honorable. C'est pour dire quand même que bon, il y a des gens qui
suivent. Et il y a même un autre téléspectateur, Marcel Saïla, qui juste une petite salutation. Un autre téléspectateur a dit un parcours élogieux de l'honorable Antoinette Samba Kalamba, et bien que jalonné des embûches, notamment d'ordre tribal, mais la persévérance et la résilience sont inspirants. C'est Jonathan Kambeya qui dit ça. Alors, on avance, on reste toujours dans ce secteur de mine, hein, puisque vous avez été inspectrice d'abord et puis ministre, vous en savez un peu, vous en savez plus, ils disons pas un peu, mais vous en savez plus, honorable. Alors, le secteur minier en République démocratique du Congo, évidemment, génère des milliards, comme on sait, et c'est ce qui soutient grandement même l'économie du pays, et puis ça participe à grande pourcent, si pas 30, hein, si j'ai lu qu'il y a 30% de budget du pays. Mais on sent que la population ne bénéficie pas encore totalement des retombées de ces milliards que les minéraux donnent en République démocratique du Congo. Ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, est-ce que vous avez le sentiment, puisque là, je pose quand même la question, puisque vous êtes aussi député, vous avez le sentiment que l'État congolais dispose aujourd'hui vraiment d'une la capacité ou d'une grande liberté de négocier, par exemple, d'égal à égal avec le multinational, les puissances étrangères. Est-ce que c'est un rapport d'égal à égal ou bien dans un rapport encore un peu, quand même, il faut avoir le courage de le dire, d'une certaine dépendance structurelle dans le sens que, bon, ceux qui ont les moyens, les multinationales s'imposent, et ceux qui sont les pays puissants s'imposent. Vous êtes député. Bon vous savez, en relations internationales, ce sont des rapports de force. Hein. Ah, je suis, oui, ce sont des rapports de en tout cas, force. là j'applaudis votre sincérité. La République démocratique du Congo est encore en train de se chercher. Mm. Oui, nous regorgeons pratiquement la majorité des minerais stratégiques en République démocratique du Congo, mais nous avons un problème. Nous n'avons pas exploré. Donc, lorsqu'on n'a pas exploré, on ne connaît pas la quantité de minerais qu'on a. C'est cette difficulté-là devant les partenaires. Aujourd'hui, bon, pour avoir été ministre des Mines, nous sommes allés, moi j'ai sillonné un peu le monde et j'appelais, j'ai invité les investisseurs à venir nous accompagner dans l'exploration. Aucun n'est venu pour nous accompagner dans ça. Donc, c'est une affaire nationale. Tant que nous n'allons pas explorer nous-mêmes, tant que nous n'aurons pas qualifié la réserve minérale que nous avons, il nous sera vraiment difficile de signer des partenariats gagnant-gagnant. Donc, la balance sera toujours déséquilibrée parce que lorsque on signe un partenariat, le partenaire qui vient, il vous amène et les finances et c'est lui qui vient explorer avec toute la latitude du monde, toute la facilité du monde de pouvoir ne pas vous donner les bonnes données géographiques, géologiques qu'il aura eu à faire comme dans l'exploration. Donc, j'ai dit, c'est vraiment difficile. Le Congo est encore en train de se chercher. OK. Alors, merci, honorable, pour cette réponse sincère. Je ne sais pas, peut-être je peux confondre. Je ne sais pas si vous étiez ou vous êtes encore auditrice de Certified Trading Chains, donc un peu ce mécanisme international de traçabilité de minerais. Est-ce que vous pouvez un peu me dire en peu de mots, hein, si concrètement, est-ce que ces outils de transparence fonctionnent sur le terrain concrètement ou bien c'est avant tout un outil seulement de communication vers l'extérieur? Honorable. Non, ça existe, hein, ça existe. Moi, j'ai fait cette formation-là en 2020. Je crois que c'était pendant la période de Covid. C'est Béger, hein, un organisme allemand qui nous a formés en tant qu'auditeurs. Nous devons auditer beaucoup plus les sites d'exploitation artisanale
pour voir s'ils travaillent dans la transparence, s'il n'y a pas la présence des femmes enceintes, s'il n'y a pas la présence des enfants, si toutes les conditions légales sont réunies pour qu'il y ait une exploitation artisanale. Et comment tracer les minéraux du puits d'exploitation vers le consommateur final. En tout cas, ça existe, la traçabilité, nous avons, hein, nous avons le CEC qui est là, comment ça s'appelle, le centre d'expertise qui est là. C'est l'organe de la traçabilité que nous avons en République démocratique du Congo. Tous les minéraux qui sortent du Congo sont tracés. Que ce soit les diamants dans la filière aurifère, diamantifère ou cuprocobaltifère, tout est tracé. Tout Ok, est tracé, que ce soit dans l'artisanat minier ou ok. dans l'industrie minière. Merci, C'est tracé. merci, merci, honorable. Alors, on reste toujours, hein, puisque ça c'est important. Ce n'est pas qu'on ne va pas aborder d'autres sujets, on va aborder hein, d'autres sujets, mais je profite quand même de votre expérience dans les domaines des minéraux pour poser des questions et qui sont aussi essentielles même pour les gens qui nous suivent. Alors, nul ne peut nier les liens qui existent, hein, honorable, entre l'exploitation minière et le financement de groupes armés, surtout à l'est de notre pays, que ce soit l'ONU, que ce soit des ONG, que ce soit des enquêtes journalistiques, disons des journalistes, ça a témoigné de ces circuits. Il n'y a pas de secret pour ça. Et en tant qu'ancienne ministre de mines, disons, de mines, hein, qu'est-ce qui a réellement changé dans ces secteurs, dans ces systèmes hein, entre l'exploitation minière et le financement des groupes miniers? Est-ce que ça a changé? Ça n'a pas changé? Ça continue encore? C'est ce qui explique peut-être la misère ou la situation à l'est de notre pays? Oui, mais ça continue jusqu'aujourd'hui, hein. Ça continue. Et je crois que vous devez le savoir. Notre agresseur est connu, c'est le Rwanda. Et le Rwanda exploite. Je voudrais un peu vous expliquer quelque chose. Nous sommes membres de la CIRGL. Tous les États membres de la CIRGL ont le devoir de signer. Il y a un mécanisme de traçabilité au sein du mécanisme de la CIRGL. Chaque pays doit tracer ses minéraux, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, du puits jusqu'à la consommation, jusqu'au consommateur final. Mais comme par hasard, il n'y a que la République démocratique du Congo qui trace. Le Rwanda n'a jamais tracé ses minéraux. Le Rwanda trace ses minéraux à partir des entités de traitement. Leurs sites miniers ne sont pas connus. Donc, et puis, bon, il y a tous ces partenaires techniques et financiers étrangers, beaucoup plus, qui sont derrière le Rwanda, qui aident le Rwanda à pouvoir continuer à financer les groupes armés. Donc, Mhm. moi, je confirme que ça continue. Jusque-là, ça continue. Mhm. À l'est du pays, ça continue. Peut-être je change un peu de registre maintenant. En, en 2016, vous écrivez, vous publiez, disons, un ouvrage qui démontre que la CENI est instrumentalisée par le pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, honorable, vous pouviez encore, si vous devez rééditer votre livre, dire la même chose? Et comment cette tension intellectuelle peut s'expliquer aujourd'hui? Est-ce que la critique institutionnelle que vous avez faite en ce moment-là, en 2016, hein, votre parti n'était pas encore au pouvoir, vous pouvez l'actualiser aujourd'hui? Bien entendu. Je n'ai pas changé d'avis, hein. Jusqu'aujourd'hui, la CENI est inféodée par le politique. C'est une institution qui n'est pas indépendante, alors que c'est une autorité administrative indépendante. Et c'est dans le droit que c'est indépendant, mais dans les faits, c'est une institution qui est inféodée par le politique. Déjà, de par ses organes, nous avons la plénière et nous avons le bureau. Aujourd'hui, parce que ça a été encore modifié, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI.
Aujourd'hui, nous avons 15 membres du bureau. Et parmi les 15 membres du bureau, la majorité a 6 membres. Si je ne me trompe pas, la majorité a 6 membres, l'opposition en a 4 et la société civile a 5 membres. Lorsque vous allez, moi, si je dois parler de la société civile comme autrefois, lorsque vous allez aux élections pour élire les représentants de la société civile au sein de la CENI, les politiques sont derrière et ils vous imposent un candidat. C'est comme ça qu'on a imposé Malou Malou en 2003, M. l'abbé Malou Malou, paix à son âme. On a imposé Pasteur Ngoï Mulunda. On a encore imposé Malou Malou en 2013 et on a imposé l'actuel candidat, le président Kadima. Je crois que vous avez suivi tous, hein, il y avait la bagarre entre l'opposition et la majorité. Donc là, je parle en tant que scientifique, je n'ai pas changé d'avis, je suis même en train de retravailler, revoir un peu mon Donc, vous, ouvrage. vous voulez encore, disons, une édition revue, augmentée, corrigée. Alors, je reste toujours sur cet aspect-là. Selon vous, que faudrait-on changer en profondeur pour que cette institution quand même importante, qui est à la base de beaucoup de contestations après les élections, puisse effectivement et réellement être indépendante, au-delà des discours et des réformes un peu qu'on peut qualifier de cosmétiques? Bon, moi, j'ai ma réponse à 2 volets. Mm. Premièrement, je souhaiterais que la CENI soit, pour qu'elle soit réellement indépendante, qu'elle soit gérée, que le bureau ne prenne comme membre que des personnes venant de la société civile. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, je souhaiterais dans les jours à venir, parce qu'aujourd'hui, nous avons encore ces problèmes-là de fichiers électoraux qui n'est pas fiable. Et puis, le Congo n'a pas, nous ne connaissons pas réellement le nombre de la population congolaise, que ce soit hommes, femmes ou enfants. Nous, je crois dernièrement, nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons reçu la secrétaire générale quoi, chargée de la population, une dame venant des Nations Unies, qui va nous accompagner, les Nations Unies vont nous accompagner dans le recensement, pour recenser la population congolaise. Donc, lorsqu'on aura recensé, moi, je souhaiterais que les élections regagnent le ministère de l'Intérieur, que ça se fasse comme dans d'autres pays du monde. Le ministère de l'Intérieur, qui a la population dans ses attributions, puisse désormais organiser les élections. Et là, je crois qu'il n'y aura pas tout ce que nous avons aujourd'hui comme inféodation, comme populisme et tout pour l'organisation des élections. D'ailleurs, ça coûtera aussi moins, puisque tout le personnel de la CENI coûte quand même au gouvernement. Là, je suis d'accord avec vous, hein, ça c'est aussi mon point de vue, hein, que les élections soient organisées par le ministère de l'Intérieur, comme un peu partout dans le monde, et que seulement les systèmes soient transparents et que chacun puisse se retrouver, être sûr que ma voix est arrivée à destination. Ça, je suis d'accord avec vous. Alors, on change un peu de secteur, mais je parle toujours à une femme politique. Vous avez évolué aussi dans des secteurs qui historiquement étaient dominés plutôt par des hommes, hein. Le droit, le mine, la politique. Et votre parcours quand même force respect et votre courage aussi, hein. J'apprécie votre franc-parler et puis votre indépendance d'esprit comme aussi femme intellectuelle. Alors, est-ce que quand vous avez travaillé dans ces secteurs-là, vous vous êtes imposé autrement en tant que femme dans ces espaces ou au contraire, vous avez peut-être connu des moments où le fait d'être femme s'est révélé plutôt un atout aussi, et aussi comme une force. Bon, c'est pas facile hein, dans notre pays, et en tant que femme, de travailler dans l'administration publique et puis avec tout ce qui suit ou tout ce qui vient avec. Moi, je sais pas, je me suis battue pour me faire une place parmi les hommes, me faire une place parmi les femmes aussi. Il y a
je vous ai dit, hein, j'ai travaillé tout ce temps-là, je n'avais que le grade de chef de bureau. J'ai vu des gens défiler qui venaient d'arriver, femmes comme hommes, agents, devenir chef de bureau comme moi, devenir chef de division. Bon, j'étais là, je me battais en tant que syndicaliste, je ne cessais d'écrire. Et puis j'attendais le moment, je me disais, bon, je ne vais pas faire comme tout le monde. J'attendais que mon temps arrive. Et mon temps aussi était arrivé quand même. Je suis devenu chef de division. Et puis je suis devenu ministre. Mais en tant que ministre, je pouvais aussi faire en sorte que je puisse monter encore en grade parce que il a donné l'opportunité à des anciens collègues de devenir directeur et puis pourquoi pas secrétaire général. Mais je ne l'ai pas fait. Je me bats toujours pour la justice. Alors, je relance encore la question. On reste toujours à ce niveau-là, hein, comme femme politique, évidemment. Euh, la représentation des femmes, en fait, ça reste encore faible. Hein, et quand on voit dans notre réalité, quand il y a un peu plus de femmes, on fait comme si c'était une façon comme une faveur qu'on donne aux femmes. Donc, pour dire, il y a quand même maintenant, avant c'était, c'est pas 5, maintenant c'est 10. Cette représentation n'est pas encore à sa place. On peut penser un jour peut-être avoir un gouvernement où il y a 60% de femmes, et quand ça donne, pourquoi pas. Mais aujourd'hui encore, honorable, euh, il y a le décalage qui est encore là entre aussi et la réalité sur le terrain. Et selon vous, qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas d'égalité ou que les femmes ne soient pas majorité, dans, par exemple, dans le gouvernement? Qu'est-ce qui bloque? C'est la culture qu'on dit que bon, la femme, c'est au foyer, ça reste encore dans la tête de beaucoup de gens. Hein? Ou bien c'est la politique est politique, ou bien ce sont les partis politiques et le financement des campagnes qui posent aussi problème, puisqu'il faut avoir de l'argent. Il y a toute autre chose aussi. Un autre aspect aussi, hein, vous pouvez me dire si je me trompe, mais ça saute aux yeux. La plupart, pour utiliser les termes que vous n'appréciez pas, que moi-même je n'apprécie pas, la plupart d'autorités morales, en fait, autorité morale, ne sont que des hommes. Et il n'y a pas un parti où c'est la femme, par exemple, qui est l'autorité morale, même dans l'Union sacrée aujourd'hui, en République démocratique du Congo. Voilà un peu une question hein, qui continue un peu dans cet élan-là qu'on a déjà abordé. Oui, je voudrais vous rassurer, il y a des femmes présidentes des partis politiques, il y a des femmes autorités morales. Il y en a. Est-ce que vous J'ai pouvez me citer comme ça, au moins je plusieurs suis édifié? collègues, plusieurs collègues qui ont été avec moi au gouvernement sont présidents des partis politiques. Il y en a, mais le problème, c'est... Justement, honorable, vous pouvez m'édifier, puisque je suis curieux Oui, même nous comme avons homme des médias. l'honorable Séraphine euh, Kiloutou. Nous avons l'honorable Adel Caïn. Il est le président d'un parti politique. Et puis, je pourrais vous citer comme ça. J'en ai cité deux, donc c'est déjà pluriel. Le problème de la représentativité des femmes, c'est beaucoup plus au sein des partis politiques. Je crois que les femmes ne veulent pas s'engager au sein des partis politiques. C'est un travail que nous faisons au quotidien de pouvoir amener plus de femmes au sein des partis politiques et aussi les hommes que nous avons, entre guillemets, les autorités morales, lorsqu'ils ont besoin d'implanter les partis politiques, ils utilisent les femmes. Ils utilisent les femmes fédèrent des gens derrière. Et puis, lorsqu'il faut présenter des candidates aux élections, ils préfèrent aligner des hommes et non les femmes qui les ont accompagnés pour mobiliser, pour sensibiliser. Et puis, les femmes ont des problèmes aussi financiers. À cause du manque d'indépendance financière, les femmes ont ces difficultés-là. Elles ont la volonté. Si vous allez à la CENI, vous verrez, beaucoup de femmes ont postulé, particulièrement dans mon parti politique. Beaucoup de femmes ont postulé, mais peu avaient de moyens pour pouvoir battre campagne. Parce que les élections, vous savez, dans tous les pays du monde, hein, vous devez avoir le financement pour pouvoir battre campagne. Le parti ne contribue pas un peu ou bien comment est-ce que vous êtes organisé dans tout ça? Oui, les partis contribuent. Okay. Les partis donnent le minimum pour que vous puissiez aller aux élections.
Ils payent vos droits au sein de la CENI. Les démarches primaires, c'est le parti qui les fait. Mais le grand du travail, c'est vous-même. Vous devez faire des descentes sur le terrain. Vous devez aller à votre base. Et vous devez avoir des moyens pour pouvoir battre campagne à la congolaise. Parce que Ouais. les missions de cartes, de macarons, tout ça, c'est de l'argent. Voilà, merci, merci honorable. On avance un peu puisque là, ça commence à devenir important. Hein, et voilà, vous êtes une mère, vous avez dit. Hein, et vous êtes aussi femme politique, vous exercez un mandat officiel national de député et vous menez une carrière donc professionnelle exigeante. Parce que ce n'est pas facile, hein, ce que vous faites. La pression est aussi multiple, que ce soit d'abord au sein du parti et puis aussi au niveau national quand l'opposition attaque, et ainsi de suite. Est-ce que la société congolaise dans son ensemble accepte-t-elle pleinement qu'une femme soit à la fois présente dans sa famille et aussi engagée au premier plan dans la vie politique et dans l'entendement des gens? Bon, nous sommes encore jusque-là pris par la coutume, hein, la culture congolaise. Mais il y a des hommes, hein, il y a des hommes genrés comme le chef de l'État qui accompagnent les femmes, qui poussent les femmes à briguer des mandats. Moi, personnellement, je n'ai pas connu ce problème-là. Bon, mon défunt mari m'a poussé à faire de grandes choses, mes parents aussi. Et le problème des femmes, c'est de pouvoir oser. De pouvoir oser braver la coutume qui nous empêche aujourd'hui de faire de grandes choses. Parce que déjà, au sein de notre famille, les filles sont frustrées à cause de la coutume. Vous verrez un parent qui n'a pas assez de moyens pour envoyer tous ses enfants à l'école, préfère sacrifier sa fille, qui est l'aînée de la famille, et préfère envoyer son fils cadet à l'école, soit disant, vous êtes fille, vous allez vous marier, vous allez fonder un foyer, et nous donnons la chance à votre petit frère. Ce qui n'est pas juste. Donc, c'est tout ce travail-là que nous sommes en train de faire pour amener les femmes d'abord à comprendre quelle est leur place au sein de la société, que doivent-elles faire pour que demain, nous puissions avoir assez de femmes au sein du gouvernement, assez de femmes dans l'administration. Il y a des services publics où vous trouvez la majorité des fonctionnaires qui sont femmes, hein, mais qui n'ont pas de postes de commandement. Non. Ça c'est vrai. Alors, la République démocratique du Congo, évidemment, ça, on ne peut ne pas en parler, traverse des moments difficiles hein, à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a eu déjà beaucoup de négociations de gauche à droite, beaucoup de pays qui sont intervenus, et ça ne marche toujours pas. Et parce que les regards des peuples congolais en général, qui souffrent déjà des affaires de la guerre, de l'économie qui ne marche pas tout à fait dans des familles, est-ce qu'on peut faire confiance à la classe politique de la République démocratique du Congo elle-même hein, pour dire, voilà, au lieu de dépendre seulement des solutions extérieures, essayons de peser sur le cours des événements dans notre pays pour trouver une solution, selon vous? Excusez-moi, je suis un peu distraite, je n'ai pas bien suivi la question. Alors, j'ai dit que le pays, hein, notre pays, là, puisque je suis aussi congolais quand même, traverse des moments difficiles avec la situation de l'Est du pays. On crie sur le toit que voilà, ça ne marche pas et on compte beaucoup sur l'apport extérieur, donc la communauté internationale. Il y a beaucoup d'ambiguïté, comme tout le monde le sait. La population n'est plus tellement sûre des déclarations. Disons. Ça devient un peu comme disait un écrivain là, Chomsky, hein, la politique des bonnes intentions. C'est qu'on parle seulement, on parle, mais concrètement, rien ne change. Est-ce que la population peut aujourd'hui faire confiance à la classe politique congolaise pour essayer d'être indépendant, de prendre des positions afin que la solution à leurs problèmes puisse être trouvée à l'intérieur même du pays, selon vous?
Oui, hein, je pense que la population a intérêt de faire confiance à ses représentants. Parce que la population n'a que nous, hein. L'étranger ne viendra pas développer ces pays, un étranger ne viendra pas euh, euh, construire des routes ou des hôpitaux au Congo. C'est que les Congolais. Le problème, aujourd'hui, peut-être nous avons cette difficulté-là de faire la part des choses. Le Congo a été mis à genoux pendant 3 décennies. Et il n'est pas facile. Déjà, un enfant, lorsqu'il vient au monde, on a 9 mois de grossesse et puis un enfant pour aller à l'école, il doit avoir 3 ans d'abord pour faire l'école maternelle. Et ce n'est pas donné pour nous aujourd'hui de pouvoir désespérer. Moi, je pense que la population congolaise a intérêt de faire confiance à ses autorités et elle doit s'élever. Lorsque ça ne voit pas, la population doit s'élever, suivre la procédure, parce que nous sommes beaucoup plus dans des tralala. Nous préférons que les politiques viennent vers nous, nous donnent un peu d'argent pour que nous puissions passer à la télé, commencer à insulter, à dire n'importe quoi. Or, le changement, ce n'est pas dans des injures, ce n'est pas dans des mouvements pareils, mais des mouvements citoyens où vous vous battez pour des causes justes et non fantaisistes. Je crois que c'est le travail que nous faisons au quotidien pour amener la population à comprendre, à faire confiance à sa classe politique. En dehors de sa classe politique, je ne vois pas un étranger ou qui viendra ici pour développer le Congo, pour faire du Congo un pays émergent. Je ne vois pas. Mhm, mhm, mhm. Ah, ça, c'est bien. Alors, dans votre cursus de formation, si je peux revenir sur ça, vous avez suivi aussi une formation en stratégie et défense. Comment est-ce qu'on appelle ça? Stratégie et défense au collège de hautes études de stratégie et de défense. Ils ont un programme qui est réservé aux décideurs et aux militaires. Alors, qu'est-ce que cette expérience, cette formation, chest, je crois, on appelle ça chest, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que cette expérience a apporté à votre compréhension des enjeux, par exemple, des souverainetés nationales pour la République démocratique du Congo? Ça a apporté quelque chose dans la vision de faire la politique ou de comprendre certaines choses? Bon, oui, hein, ça m'a beaucoup aidé aujourd'hui à avoir une vision claire des solutions, comment analyser une situation lorsqu'elle arrive, comment proposer des voies de sortie à des problèmes politiques du pays ou des problèmes sociaux. Vraiment, moi, le chef de quand bien même que c'est un collège de hautes études, beaucoup plus pour la défense, ce sont des militaires, une école militaire, mais où on accepte des personnalités politiques. Donc, voilà, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. L'analyse des cas, en cas de guerre, comme d'agression, comme nous avons à l'Est, on vous donne des pistes de solutions. Comment réfléchir, comment trouver des solutions et comment générer, amener la population à comprendre le problème, de quoi il s'agit et comment ensemble avec la population nous pouvons cheminer vers des solutions durables et puis apaisées. Voilà, voilà un peu quelqu'un qui nous fait revenir en arrière, hein, pour parler encore de mine. Je crois, il s'appelle Délivrance Ouamoulou. Il dit la mise en place d'une base de données fiable de réserves minérales relève de la souveraineté et mérite une attention particulière pour une meilleure attractivité du secteur minier. Voilà, c'est un téléspectateur qui nous a suivis, qui donne son point de vue. Alors, honorable Antoinette Samba Kalambayi, voilà, je suis parvenu à prononcer tout le mot, j'espère que j'ai bien prononcé aussi. Euh, vous avez déjà fait beaucoup de choses et ce n'est pas encore fini. Aujourd'hui, nous sommes le 17 avril 2026. Quelles sont encore les ambitions pour le futur de l'honorable Samba
Kalambaye, aujourd'hui? Tes projets, Bon, ce que vous oui, faites, et qu'est-ce que vous visez, puisque bon, en politique, il faut toujours viser loin. Vous avez déjà été ministre. Vous visez peut-être devenir un jour, comment il faut dire, pourquoi pas, hein, vous avez déjà été ministre, et devenir première ministre, pourquoi pas, puisqu'on a, jusqu'à aujourd'hui, on a la première femme première ministre de notre pays. Vous visez peut-être encore plus haut, au-delà même du premier ministre. Bon, vous êtes déjà au Parlement, vous pouvez devenir président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, premier ministre, pourquoi pas aussi chef de l'État. Quels sont vos projets, vos ambitions politiques? bon, en tant que femme politique, les ambitions, j'en aurai toujours. Je ne voudrais pas en parler aujourd'hui, mais les fonctions, hein, il y en a, les postes, il y en a. Premier ministre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je salue en passant son Excellence Judith Souminois, qui nous fait honneur. Et Premier ministre, première femme ministre, première femme plutôt, première ministre. Et moi, à mon époque, je fus la première femme ministre des Mines. Et les ambitions, j'en ai, les postes, il y en a. Il y a encore des postes que je n'ai pas encore bravés, que je pourrais braver demain. Donc, les dire aujourd'hui, c'est comme si je me restreignais à un seul poste ou quoi. Ah, ah, Attendons voir. L'avenir voilà. nous le, Ah, oui, nous le oui. dit. Bon, merci beaucoup pour la sincérité, la sincérité. Alors, l'autonomination au sein de l'inspection, comment est-ce il faut dire? L'auto-inspection, je cherche le mot, hein, attendez, je cherche le mot pour que vous puissiez un peu me dire honorable. Je vais chercher la bonne question ou bien reformuler bien ma question. L'autonomination au sein de l'inspection générale de mines, je ne sais pas, ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que vous pouvez répondre? L'autonomination, pardon. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, je ne peux que m'en souvenir. Beaucoup d'encre. Au fait, pour la petite histoire, je vous ai déroulé un peu mon identité, ma vie professionnelle ici. Je suis inspecteur, chef de division à la direction de l'inspection minière depuis 2017 à 2021, jusque quand je suis devenu ministre. J'ai eu ma mise en disponibilité. Je vous ai dit aussi que j'ai créé l'inspection générale des mines. Le décret portant création, organisation et fonctionnement de l'inspection générale des mines, en son article 19, dispose que tout le personnel de la direction de l'inspection minière, du secrétariat général, sont d'office versés à l'IGEM. C'est moi qui étais ministre à l'époque. C'est encore moi qui étais chef de division à l'inspection minière. Je devais prendre une décision par arrêté, nommant tous les agents et fonctionnaires qui étaient à la direction de l'inspection minière pour les verser au sein de l'inspection générale des mines. C'est ce que j'ai fait. Vous ne pouvez pas vous imaginer déjà pour prendre cet arrêté-là, quelle gymnastique que j'ai eu à faire, parce que connaissant la population congolaise, je m'attendais à ce qui est arrivé. Je me disais, je me laisse. Honorable, avant que j'oublie, hein, il y a, bon, malheureusement, il y a souvent des gens qui ne mettent pas clairement leur nom. Il y a un téléspectateur qui pose justement une question à propos de ça, inspectorat, hein, inspection générale des mines. Pouvez-vous expliquer votre nomination à l'inspection générale des mines? Voilà, c'est pour ne pas oublier, justement. Mais tout en vous Oui, laissant au fait, c'est ce que j'étais en train de dire. voilà, OK. Je devais prendre un acte par arrêté. Et cet arrêté-là ne pouvait être qu'un arrêté de nomination, parce que c'est un service qui venait d'être créé. Et les dispositions de l'article 19 de ces décrets-là disposaient que tous ceux qui étaient à la direction de l'inspection minière étaient d'office versés à l'IGEM.
Or, moi, j'étais chef de division, inspecteur, chef de division en charge des contentieux miniers. Donc, je devais prendre cet arrêté-là. J'ai pris l'arrêté et je devais mettre mon nom parce que j'étais chef de division. Et à côté de mon nom, c'était bien écrit en mise en disponibilité. J'ai pris l'arrêté. L'arrêté a été mis à la disposition de l'inspecteur général des mines qui a été nominé pour qu'il puisse prendre toutes les dispositions pour prendre tout ce qui venait de la direction de l'inspection minière. Voilà ce que j'ai eu à faire. Je n'ai pas violé la loi. Je n'ai pas triché. Jusqu'à preuve du contraire, je suis encore fonctionnaire en mise en disponibilité. Donc voilà un peu, et cette histoire, ça a fusé de partout. J'ai suivi des journalistes à l'international me critiquer. Voilà cette femme, on a fait d'elle ministre des Mines, mais elle s'est rabaissée en se nommant inspecteur. Non, non. Oui, peut-être on pensait que c'était pour assurer votre avenir après avoir Non, été. ça n'a rien à voir, mais je continue à l'être. Je continue à être, je suis en mise en disponibilité. Le jour où je finirai mon mandat, le jour où je quitterai l'Assemblée nationale, je pourrai répondre mes fonctions à Mais cette c'est question. ça justement, honorable, c'était pour assurer votre avenir. Ben oui, j'ai servi l'État, moi je ne vois pour rien au monde comment moi je vais laisser tomber toute cette expérience-là et ne pas toucher à ma retraite demain. Mais curieusement, je quitte le ministère des Mines au mois d'avril, au mois de juin 2024. Mes deux successeurs plutôt. Celui qui m'a succédé, juste succédé, il arrive, il suspend cet arrêté-là. Parce qu'on lui a dit que je me suis nommé. Il n'a pas pris le temps de lire, alors que j'ai un arrêté d'engagement sous statut, signé par le ministre de la fonction publique. J'ai un arrêté faisant de moi chef de division, signé par le ministre de la fonction publique. Il arrive, il ne prend pas le temps de lire, il suspend l'arrêté, il met tout un service de l'État à genoux à cause d'Antoinette Samba, ministre de son État. C'est lui qui vient après lui. Il fait la même chose. Il fait pire que lui. Il enlève carrément mon nom sur la liste des inspecteurs. Pour quel motif, je ne sais pas. Mais je me dis, moi, je me battrai. Je me suis battu, j'étais encore trop jeune pour mes droits. Personne ne pourra me prendre mes droits. C'est un droit, ce n'est pas une faveur que je demande. Le ministre de la fonction publique, autrement, il est venu à l'Assemblée nationale avec un projet de loi portant organisation et fonctionnement portant statut des agents fonctionnaires de l'État. Et il est venu pour parler de l'article qu'il voulait modifier, c'était la mise en disponibilité. Et c'est clair là-bas, lorsque vous êtes en mise en disponibilité, lorsque la mise en disponibilité prend fin, vous revenez à l'administration publique, on calcule, on voit si les fonctions que vous avez à briguer ailleurs peuvent faire de vous directeur, secrétaire général, ça dépend du grade que vous aviez. Alors que moi, en tant que ministre des Mines, je pouvais faire de moi directeur. Je ne l'ai pas fait. Je suis resté chef de division pendant que j'étais ministre. J'ai eu à commissionner des anciens collègues, directeurs, chefs de division, chefs de bureau. Donc, voilà. Voilà. Je ne me suis pas nommé, j'étais inspecteur, que les gens le retiennent très bien. Je n'ai pas triché, je ne me suis pas fait nommer. J'étais inspecteur. Et je Alors, continue à voilà, mise en comme disponibilité. c'est un dialogue, nous sommes aussi en démocratie. Il y a Moins Sakala, notre auditeur depuis le Canada, qui dit sous d'autres cieux, c'est un conflit d'intérêts, il fallait s'auto-exclure. Voilà, ça c'est son point de vue. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, ben, il a tout faux. Je vais m'auto-exclure, oui, je l'ai fait. Maintenant, après, parce que je suis censé prendre tous ceux qui étaient agents de la direction de la direction de l'inspection minière, du secrétaire général, les verser à l'IGEM. Admettons, j'envoie tout le monde, je laisse mon nom. Après, je deviens quoi? Je reste entre terre et ciel. Je deviens quoi après? C'est une bonne Et puis, je question. ne Hein? suis même pas payé.
Les gens pensent peut-être que j'ai des avantages. Je n'ai jamais été payé. Voilà, ok. Allez, on a compris, on ne va pas s'attarder là puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Une petite question, hein, mais c'est quand même fondamental. Là, on ne va pas beaucoup traîner. Vous êtes membre d'un parti politique, évidemment. Les discours maintenant qui est connu de tous, c'est révision de la Constitution, changement de Constitution. Vous me répondez rapidement. Vous êtes pour ou contre, pour la révision, pour les changements, rapidement, hein, sans entrer en profondeur, puisque c'est notre débat aujourd'hui, on est focalisé sur vous. Oui, en tout cas, je soutiens le changement de la Constitution. Carrément. Oui, carrément. Ça signifie remettre tout à zéro. Oui, remettre tout à zéro, recommencer une nouvelle Constitution. Et puis passer à beaucoup de changements parce que ça ne va pas au pays. Lorsque ça ne va pas. Et quand on va changer la Constitution, tout va aller. La Constitution est un contrat social. Non. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question, honorable? Oui, c'est un contrat social. Pour moi. Non, honorable. Oui, ça n'engage que moi. Oui, les choses vont changer. Mais pourtant, on a changé toujours de constitution au pays, les choses ne changent pas carrément. Alors, ça signifie aussi remettre le compteur à zéro. Par exemple, le chef de l'État, il n'a pas encore fait de mandat. Et voilà. Non, ça n'a rien à voir. On est en train de lui prêter les intentions. Non. Ça signifie quand même que le compteur sera à zéro ou bien il va dire... Non, quand on dit... Oui, même si le compteur est à zéro, nous allons aux élections, c'est le peuple. C'est le peuple qui gère et qui dira, qui a son dernier mot à dire. Voilà, ok. Voilà. Je vois votre point de vue qui ne peut être que de votre famille politique et de l'Union sacrée, évidemment. Sinon, oui, moi, je vais donner peut-être l'exemple de la France. La France, avec, à la 5e République, ils ont eu à changer la Constitution avec De Gaulle. Ils sont allés au référendum, croyant peut-être que non, De Gaulle va revenir. Il n'a pas été élu. Donc, les gens sont en train de rêver. Voyons ce qui est essentiel pour la République démocratique du Congo. Les débats, non, c'est parce que le président veut briguer un 3e mandat. Ça n'a rien à voir avec la situation du Congo. Aujourd'hui, si nous devons comparer l'époque de Mobutu, du président Mobutu, et aujourd'hui, si aujourd'hui le tribalisme a repris l'ascenseur, c'est à cause de cette actuelle constitution, où les gouverneurs doivent être élus. Et puis les gouverneurs, lorsque dans leur exercice de fonction, vous envoyez des agents fonctionnaires de l'État là-bas, ils disent non, parce qu'il n'est pas originaire, je ne le reconnais pas. Et aujourd'hui, la population au niveau des provinces ne veulent plus des originaires d'autres provinces. Alors qu'autrefois, il y a beaucoup de choses comme ça à revoir. Nous avons des enfants qui ont acquis la nationalité étrangère. On ne donne pas la possibilité à ces Congolais-là de pouvoir exercer, travailler comme Congolais d'origine. Mais alors, c'est une discrimination quelque part. Honorable, pendant qu'il y a des honorable, ça c'est un article qu'on peut changer, évidemment. Ça, ce n'est pas un article verrouillé dans la Constitution. Ça, on peut changer. La preuve est aussi, il faut se dire la vérité, la plupart de nos jeunes qui jouent à l'équipe nationale, ils n'ont pas la nationalité congolaise. Déjà, c'est un problème à résoudre. Donc, ça, c'est un article seulement à changer. Alors, on ne va pas beaucoup... Moi, je soutiens les changements. Voilà. Parce que la Constitution là, je comprends. est hybride. Non, il y a la Constitution française à l'intérieur, américaine, sénégalaise, et puis c'était la Constitution des belligérants. Ça n'a pas été... Ça a été cousu en dehors du Congo. Voilà, donc, pour toutes ces raisons-là... Alors, honorable, aujourd'hui, on était centré sur vous. C'était juste une question. On devait d'ailleurs vite passer aussi. Bon, on connaît votre point de vue. Qu'on respecte aussi. Il y a un autre téléspectateur, moi Sakala, c'est du Canada toujours. Est-ce que madame peut citer les articles de la Constitution qui soutiennent son argumentaire? Bon, on va clôturer ça puisque ce n'est pas le sujet du jour, sinon ça va nous tourner de vous, puisqu'aujourd'hui, vous étiez notre invité. Alors, honorable, oui.
Et quand nous, on reçoit les gens dans le dialogue avec, c'est pour les mettre à l'aise, évidemment, ce n'est pas une guerre avec l'invité, sinon ça ne serait d'ailleurs pas gentil de notre part. Si vous pouviez, par exemple, avec déjà les dialogues que nous avons eus avec vous, si vous-même, vous pouviez vous poser une question que moi, je n'ai pas pu poser, elle serait laquelle avant qu'on ne continue maintenant? Que vous avez dit, mais et pourquoi il ne m'a pas posé telle question, je pouvais répondre. Voilà, je vous donne cette possibilité pour que vous puissiez maintenant poser cette question et vous puissiez nous répondre. Pour ne pas vous laisser partir pour dire, voilà, j'ai fait une émission, j'aurais voulu répondre à telle question. Voilà un peu, c'est gentil, non? Honorable. Malheureusement, je n'ai pas de questions. J'en ai Oh, pas. c'est vrai ça. Donc, Non, j'en ai pas. j'ai épuisé toutes les questions avec votre grand parcours. Comme ça, je me disais, j'ai oublié certainement des choses. Voilà, c'est comme ça que je vous donnais d'abord cette possibilité pour que vous ne puissiez pas dire, ah, j'aurais voulu avoir cette question. Ce n'est pas du tout mauvais. Mais si vous n'en avez pas, bon, on continue. Et puis voilà, nous avons déjà fait facilement 1h30, hein, 1h31 minutes. Oui, Ça passe vite d'ailleurs. Hein. Vous avez d'autres vraiment, obligations que je sais, je ne vais pas dire ici vraiment. pendant l'émission. Il faudrait que vous puissiez aller remplir d'autres obligations aussi qui sont nécessaires quand en famille on a certains événements malheureux. Alors, nous allons essayer d'amorcer la descente. Si vous deviez identifier une réforme prioritaire, une seule, pour que le Congo, la République démocratique du Congo, commence à changer durablement de trajectoire. Laquelle serait-elle et pourquoi? Que je repose la question, bien vous avez compris. Non, je suis en train de trouver la réponse. J'ai compris la question. Ouais. Je parlerai seulement des élections, hein, la réforme, la réforme juridique et beaucoup plus par rapport à la loi électorale. Parce que tout part de là. Non, non, attendez. Bon, beaucoup de choses tournent dans ma tête. Beaucoup de choses tournent dans ma tête. L'état civil. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la loi du Congo gangrène un peu, encourage quelque part le tribalisme. Dans nos cas d'identité, on vous dit province d'origine. Moi, je suis né à Kinshasa, né grandi à Kinshasa, mais j'ai appris à retenir le secteur d'origine, village d'origine, et ça nous crée beaucoup de problèmes aujourd'hui. Vous allez quelque part, il y a un quota, on vous dit on ne peut pas dépasser autant d'originaires de telle province. Aujourd'hui, même pour devenir membre du gouvernement, il y a ce quota-là. Lorsqu'on forme le gouvernement, on dit non, Sud Kivu doit avoir autant, Nord Kivu. Donc, du coup, lorsqu'un parti politique n'a pas des originaires au sein de son parti, et il est obligé d'aller emprunter ou trouver quelqu'un à l'extérieur qui n'a pas milité au sein du parti. C'est des frustrations alors que nous devons, nous, aujourd'hui, nous battre pour qu'il y ait la méritocratie, la personne qu'il faut, à la place qu'il faut. Si une personne remplit les conditions parce qu'il a fait de bonnes études ou a l'expertise dans tel ou tel domaine, qu'on lui donne l'opportunité de travailler. Au lieu de continuer avec cette histoire de représentativité régionale, provinciale, et puis patati patata. Donc, je ne sais pas si vraiment je soutiens la réforme judiciaire, bon, je ne sais pas. Il y a plusieurs lois qu'on devra réformer. Entre autres, je parle de l'état civil. Qu'on arrête un peu cette histoire-là d'originaire d'eux. Donc, nos enfants, ils grandissent. Moi, j'ai des enfants qui ne savaient pas. Ils sont revenus au pays aujourd'hui. Et ils sentent ces frustrations-là. Ils arrivent à des endroits où on dit Yo, Zamoulouba. Donc, ça frustre. Il dit mais comment à l'étranger, on nous dit rentrez chez vous au Congo. Et vous êtes au Congo, on vous dit encore Yo, vous êtes colonie. Ça frustre. Donc, si nous voulons vraiment un état de droit,
Nous devons commencer par ces petites choses-là, les changer. Je crois que si on, c'est pourquoi je soutiens les changements de la Constitution, hein. Si on les met déjà dans la Constitution, tout Congolais, donc, que vous soyez né au Kasaï, à l'Équateur ou dans le Bandundu, comme à l'époque de Mobutu, chacun pouvait circuler comme il entendait. Donc, voilà. Je ne pourrais pas vous préciser, hein, j'ai parlé des élections, de la loi portant élections et puis de l'état civil, si on peut essayer de revoir. Voilà un Ok, peu. alors il y a un autre téléspectateur, David Lukanda. La dotation de 0,3% du chiffre d'affaires, l'une des meilleures réalisations du secteur minier. Je ne sais pas, c'était à votre époque? Oui, Ah, voilà. Donc, quelqu'un qui apprécie ce que vous avez fait. Alors, honorable Antoinette Samba Kalambaye, en tout cas, c'était un grand plaisir de dialoguer avec vous aujourd'hui. On n'a pas encore fini, hein. Il reste les rituels habituels de dialogue avec. Comme je suis seul aujourd'hui, donc il n'y aura que mon rituel à moi. On va vous donner d'abord le temps de faire le monologue. C'est très important pour nous ici dans le dialogue avec, puisque je vous ai dit, hein, s'il y avait une question que moi je n'ai pas posée, que vous pourriez vous poser vous-même, et vous avez dit non, vous n'avez pas de questions, c'est que j'essaie quand même de parcourir votre riche CV et votre expérience. Hein, et je suis quand même content de découvrir que votre nomination à la tête du ministère de Mines, c'était mérité, puisque vous avez travaillé là-dedans. Et donc, c'était un secteur que vous maîtrisiez avant votre nomination, ça c'est bien. Alors, on va vous laisser le temps de monologuer maintenant. On appelle ça miroir ici chez nous. Vous serez seul et personne ne va vous suivre, ni même moi, ni les téléspectateurs. Vous allez parler seul et c'est l'honorable Antoinette Samba Kalambaï qui parle à l'honorable Antoinette Samba Kalambaï devant le miroir à la troisième personne. Alors, sur trois aspects. D'abord, les qualités de l'honorable Samba Kalambaï, ça c'est en premier lieu. En deuxième lieu, les défauts de l'honorable Antoinette Samba Kalambaï. En troisième lieu, les conseils que l'honorable Samba Kalambaï donne à l'honorable Samba Kalambaï. J'espère que j'ai bien compris. Vous avez compris le système de monologue devant le miroir, honorable? Est-ce que vous pouvez recommencer comme ça? Alors, je recommence. C'est un monologue qu'on appelle miroir. Alors, bon, pour les femmes, c'est facile puisque vous vous mirez chaque jour, Oui. à Mm. chaque instant. C'est même dans vos sacs, il y en a toujours un peu. Et Oui. alors, vous parlez à vous-même, à la troisième personne, vous, devant le Mm. miroir, vous vous regardez, vous dites, voilà, les qualités de l'honorable Antoine Samba Kalamba, ils sont telles, telles, telles. Et puis, ça, c'est en premier lieu. En second lieu, il y a les défauts de l'honorable Samba Kalamba. Vous énumérez, vous vous connaissez. Et puis, alors, les conseils que l'honorable Samba Kalamba peut donner à l'honorable Samba Kalamba. C'est un monologue. Non, ça signifie que moi, je n'écoute pas, les téléspectateurs n'écoutent pas, c'est vous-même. Donc, il n'y aura pas de questions là-dessus. Donc, sentez-vous vraiment devant les miroirs. Allez, Mm. on y va quand vous êtes seul. Oui, Antoinette Samba a des qualités et des défauts. Et comme qualité, elle a une oreille d'écoute, elle est généreuse, elle est sociable, elle est intelligente. Comme défaut, elle est colérique. Euh, bon, elle est colérique. Elle est... Comme conseil à Antoinette Samba, j'ai plusieurs défauts, mais je ne sais pas comment. Comme conseil, Antoinette, il faudrait que tu rentres dans tes profondeurs, que tu puisses avoir la maîtrise de soi,
que tu puisses continuer à travailler sur la meilleure version de toi-même, que tu puisses aller vers les gens au lieu de rester dans ton coin, attendre que les choses viennent vers vous. J'ai dit. Voilà, merci beaucoup. Hein. Donc, personne n'a suivi, ni moi, ni le téléspectateur. Voilà, c'était un monologue. Voilà, merci, merci beaucoup, Merci. honorable. Et maintenant, on va vous donner quand même le dernier mot, comme dans notre habitude, hein, pour que vous puissiez un peu dire d'abord, sinon on vous a bien reçu, le dialogue s'était bien passé, si on a été gentil avec vous. Et puis alors, vous dites un dernier mot, tout ce qui vous passe dans la tête et tout ce que vous voulez dire hein, à nos téléspectateurs qui vous suivent, aux gens qui vous apprécient, qui vous connaissent. Et puis, surtout, que direz-vous aux jeunes, notamment les jeunes Congolaises qui vous regardent aujourd'hui et hésitent encore à s'engager aussi en politique comme vous? Voilà un peu, dernier mot, conseil aux jeunes, surtout aux jeunes Congolaises qui veulent s'engager dans la politique. On vous écoute. Oui, je voudrais commencer par vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez offerte en ce jour de pouvoir passer à votre émission Le Dialogue. Je voudrais en même temps inviter nos sœurs et frères à pouvoir passer aussi à votre émission. Un conseil aux femmes, je voudrais les inviter à braver leurs peurs, à pouvoir se former, à oser aller vers les institutions, vers les associations et braver la peur pour pouvoir exercer, participer à la politique du pays et gérer, pourquoi pas demain, être membre ou être là dans des organismes et des organisations de prise de décision de notre pays. Je suis un peu perdu là, je suis un peu fatigué. Donc voilà. Mhm, mhm. OK. En tout cas, merci, merci beaucoup. Hein. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour finalement la disponibilité de passer aujourd'hui avec tout ce que moi j'essaie. Peut-être ce n'est pas nécessaire de le dire devant les téléspectateurs. Je vous souhaite beaucoup de courage hein, pour Merci. la situation que traverse la famille. Et en tout cas, un grand merci aussi à nos téléspectateurs qui ont été nombreux aujourd'hui à vous suivre, à intervenir aussi. Et nous remercions encore une fois, c'est les gens qui restent fidèles à nos programmes. Et vous allez suivre cette émission en rediffusion samedi, donc demain, au cours de la journée, à travers nos différents réseaux. C'est un grand plaisir de recevoir aujourd'hui pour vous l'honorable Antoinette Sam Kalambai, qui est députée nationale et qui était auparavant ministre de Mines de la République démocratique du Congo. En tout cas, c'est un grand plaisir de l'avoir avec nous et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. En tout cas un grand merci, honorable. Bonne soirée à tous ceux qui sont dans le même fuseau horaire que nous. Et puis alors, bonne continuité de la journée pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, donc du côté de Canada et de l'Amérique du Sud, qui sont toujours fidèles à nos programmes. Bon début de la journée aussi à ceux qui sont au pays du soleil levant. Et ça sera avec plaisir que nous allons vous retrouver prochainement pour une nouvelle édition du dialogue avec. Au revoir et à très bientôt. Merci.